Bonjour, mon nom est Cynthia Boulay et dans le cadre de mon stage 2, je vais vous présenter mon portfolio concernant les 12 compétences professionnelles. Dans un premier temps, on va voir les 3 compétences approfondies, qui sont les compétences 6, 9 et 11. On va voir les compétences ensuite liées au fondement, les compétences 1 et 2, puis les compétences liées à l'acte d'enseigner, les compétences 3, 4 et 5, les compétences liées au contexte social et scolaire, les 7, 8 et 10, et la numéro 12 concernant mon identité professionnelle. Pourquoi j'ai choisi d'approfondir les compétences 6, 9 et 11? C'est que selon moi, c'est vraiment avec ces compétences-là qu'on peut concrètement observer une nette évolution dans ma pratique concernant mes actions, mes décisions, et c'est pour ça que je les ai choisis, de vous les illustrer avec des gestes et des actions concrètes. La compétence 6, planifier, organiser, superviser le mode de fonctionnement du groupe classe. Dans un premier temps, pour ce qui est des règles de classe, en début d'année, j'établis toujours mes règles de classe avec mes élèves. Donc, j'ai toujours une petite idée derrière la tête et je les piste afin que les règles de classe viennent d'eux. En ce sens, lorsque j'applique une conséquence liée à la violation d'une règle de classe, la conséquence fait souvent du sens pour eux parce qu'ils ont participé à l'élaboration des règles de classe. J'adapte ces règles-là aussi à ma clientèle. Je n'ai pas les mêmes règles de classe pour mes secondaires 3 au régulier que pour certains de mes élèves en adaptation. Donc, les règles de classe doivent être réalistes et aller avec la clientèle. Au début de ma pratique, je misais beaucoup sur les sanctions, les conséquences, on applique des conséquences, on fait faire des réflexions. Maintenant, je mise aussi beaucoup sur on enseigne le comportement attendu. Donc, vraiment, je montre à mes élèves, quand je te demande d'être assis à ta place en silence, ça veut dire quoi? Donc, même s'ils ont 15, 16, 17 ans, je mime encore certains comportements. C'est quoi circuler en silence dans un corridor? Donc, souvent, le fait de le faire, ça leur donne un exemple vraiment concret de qu'est-ce que l'on veut. Et par la suite, ça donne aussi la chance de faire des rétroactions constructives. Donc, hey, bravo, je te félicite, tu as marché en silence dans le corridor. Et ça incite les autres élèves à adopter ces comportements-là aussi. Donc, au lieu d'être toujours dans la sanction, on est dans vraiment plus le positif. J'ai un bon lien de confiance avec mes élèves, mais je reste une figure d'autorité. La limite est très claire, la ligne est vraiment franche. Ils savent jusqu'à où ils peuvent aller et ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. En quoi ma maîtrise m'a aidé à développer cette compétence-là? Le cours de gestion de classe éducative et démocratique m'a appris c'est quoi des routines professionnelles que maintenant j'ai instaurées au quotidien. J'attends mes élèves à la porte. Ça me permet de prendre le pouls. Est-ce que certains d'entre eux vont pas bien? Est-ce que d'autres sont trop agités pour rentrer en classe? Je dois les tempérer un peu. Et aussi même les transitions. Donc, passer de, bon, j'enseigne, c'est magistral, à, OK, vous allez travailler en équipe. Donc, comment on fait les transitions en classe? Comment on se déplace? Ça, c'est important de les enseigner. Et les routines, eh bien, ça sécurise les élèves, ce que je trouve vraiment important. Concernant la compétence 9, coopérer avec l'équipe école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves. Au début de ma pratique, je croyais que je devais avoir des liens étroits avec les enseignants. J'étais une enseignante, je devais travailler avec les enseignants. J'ai rapidement compris que je dois établir des liens positifs avec l'ensemble de l'équipe école. Le concierge, la secrétaire, les éducateurs, la travailleuse sociale, la psychologue, la technicienne en organisation scolaire. Tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer dans ma pratique afin de la bonifier et de faire en sorte que ça fonctionne bien dans l'école. Je prends le temps de discuter avec les partenaires sociaux afin de prendre le pouls pour certains élèves à savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'ils ont des choses dans leur vie que je devrais savoir. Je suis aussi contente que notre école va intégrer les CAP, les communautés d'apprentissage professionnel. Ça nous permet de partager nos réussites, trouver des solutions à certains problèmes que l'on vit dans notre pratique. Et je suis une personne d'équipe. Je m'implique dans des comités depuis le début de ma pratique. Je trouve ça important. On le voit dans la pièce justificative que je participe activement lors des réunions de comité avec le procès verbal. Comme je disais, je trouve ça important parce que ça me permet de vivre des moments et de faire des projets hors classe avec les élèves, avec mes collègues et donc de tisser des liens différents. L'année passée, 50% de ma tâche était consacrée à être une architecte. Donc, j'étais une animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ça m'a permis de faire des partenariats avec la communauté. Différents acteurs, jardins communautaires, événements culturels, événements sportifs. Donc, maintenant, dans ma pratique au quotidien, lorsque j'ai des idées de projets pour mes élèves, je sais à qui m'adresser dans la communauté afin de créer des partenariats. Ma maîtrise
Le cours enseignant contexte particulier m'a permis de comprendre le rôle de certains intervenants. Donc, par exemple, si on a un élève qui doit se faire évaluer et qui plus tard se fait attribuer un diagnostic et doit avoir droit à des adaptations, qui fait quoi? La psychologue fait quoi là-dedans? Le directeur doit faire quoi? L'éducateur, les enseignants, les parents. Ça m'a permis vraiment de tout démêler cela et de me faire sauver du temps. Donc, quand j'ai des questions pour un intervenant, je sais, ah oui, c'est lui qui fait telle tâche. Concernant la compétence 11, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Au départ, le seul fait de vouloir m'inscrire à cette maîtrise-là était une volonté de développement professionnel et de formation continue. Dans le cadre de mes fonctions, je participe à des formations VIA en univers social, mais aussi pour le cours projet personnel d'orientation. Ça me permet de comparer ce qui se fait ailleurs, bonifier ma pratique et d'intégrer des nouvelles activités. Je suis une personne qui est très autocritique. Je suis capable de voir quand quelque chose ne fonctionne pas dans ma pratique. Je suis capable de le verbaliser et aussi de trouver des ajustements. Lorsque je suis à court d'idées, je vais consulter mes collègues plus expérimentés pour leur demander leur avis. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que je devrais changer telle chose dans ma pratique? Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, par exemple les modes d'évaluation, j'hésite pas à les modifier. Je trouve que de stagner sur certaines pratiques, c'est un peu un blocage que certains enseignants ont, que je ne veux pas avoir. Donc, notre pratique doit toujours être en constante évolution et nos façons d'évaluer, d'enseigner aussi. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs dans d'autres provinces, dans d'autres pays, et c'est ce qui m'a vraiment pisté sur les cartes d'idées qui sont mon sujet d'essai. J'ai vu en Finlande que dès l'âge de 8 ans, les enfants commencent à prendre des notes avec des cartes d'idées. J'ai trouvé ça passionnant. Donc, j'ai lu là-dessus et je les ai intégrées à ma pratique. Je consulte mes collègues aussi. Comme je disais tout à l'heure, on peut le voir dans la pièce justificative. Lorsque je fais une carte d'idées, par exemple, je vais aller consulter des collègues plus expérimentés. Qu'est-ce que tu penses des concepts dans la carte? Est-ce que tu crois que les liens sont bien faits? Donc, je trouve ça important de partager avec eux. Au niveau de ma maîtrise, les apprentissages faits au cours de ma formation m'ont permis d'être plus outillée, d'être plus solide. En début de pratique, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. J'étais entourée de gens qualifiés. Avec des brevets, je me disais, j'en ai pas, c'est peut-être pas ta place. Et ma maîtrise m'a vraiment outillée, m'a rendue plus certaine dans mes décisions, dans mes actions, parce que j'ai un bagage de connaissances qui est venu vraiment bonifier ma pratique et qui fait en sorte aussi que je suis beaucoup plus curieuse de savoir qu'est-ce qui se fait et de rechercher sur les problématiques qui se passent dans le cadre de ma classe. Finalement, le DESS en gestion d'établissement, l'année passée, je suis allée passer des tests psychométriques afin de faire partie d'une banque de relève de direction. J'ai réussi mes tests et ça m'a vraiment pisté à savoir peut-être que j'aimerais devenir directrice d'école. Donc, c'est un projet à court, moyen terme, mais suite à ma maîtrise, étant donné que la formation continue fait partie de mon quotidien depuis 7 ans, j'aimerais peut-être faire mon DESS en gestion d'établissement. Concernant les compétences liées au fondement 1 et 2, la compétence 1, agir en tant qu'héritier, professionnel héritier, critique et interprète d'objets de savoir ou de culture. Les enseignants, nous sommes des passeurs de culture. On doit avoir un bon bagage de culture seconde. Lorsque les élèves ont des questions, on doit être capable d'y répondre lorsque ça concerne notre matière et lorsqu'on n'a pas la réponse, on doit être capable d'en fournir une en faisant des recherches pour nos élèves. C'est important pour moi de connaître la culture de mes élèves, d'où ils viennent, de quel milieu ils viennent, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs valeurs, pour partir d'expériences concrètes de leur vécu. Comme je le cite dans la pièce justificative, qui est un extrait qui explique que c'est important de partir d'expériences concrètes. Par exemple, en début de cette année, en histoire, je parlais des innovations en navigation pendant la Renaissance, lorsqu'on traitait des grands explorateurs. J'enseigne dans un milieu où à peu près 60% des parents sont des pêcheurs. Donc, c'était certain que j'allais partir d'une expérience concrète aux élèves, de dire, toi, ton père, c'est quoi les équipements qu'il possède sur son bateau pour pêcher? Donc, on part du vécu, puis tranquillement, on les transpose à la Renaissance et ils sont beaucoup plus impliqués ensuite lors de la leçon. Je suis quelqu'un qui est curieux d'avance. Donc, je suis une personne curieuse et je veux leur transmettre cette curiosité-là. Donc, je veux les éveiller à connaître de nouvelles choses. Je suis une personne qui souhaite toujours enrichir mes connaissances. Je voyage, je vais visiter des lieux culturels et je n'hésite pas à apporter ces expériences-là en classe avec mes élèves. En univers social, on enseigne aussi des sujets sensibles. Et c'est pour ça que faut être bien outillé, il faut rester objectif. Donc, même si parfois il y a des thèmes qui viennent nous interpeller au niveau de nos valeurs ou de nos convictions, il faut présenter toujours les deux côtés de la médaille à nos élèves. En ce sens, le cours de didactique de l'histoire et de géographie m'a appris à enseigner certains sujets sensibles pour comment bien les traiter et surtout comment être
bien le faire si on a des élèves qui sont touchés par ces thèmes-là. Concernant la compétence 2, communique clairement et correctement dans une langue d'enseignement à l'oral et à l'écrit dans les divers contextes liés à la profession. C'est important comme enseignant de s'exprimer adéquatement, autant à l'oral qu'à l'écrit, dans nos échanges avec des parents, des enseignants ou même les autres membres de l'équipe école. Par courriel, on doit être un modèle au niveau de la langue et c'est important de faire attention à notre prononciation, les répétitions, les anglicismes. Je corrige mes élèves à l'oral et je tente à ce qu'ils réinvestissent ces corrections-là à l'écrit. Étant donné qu'en univers social, je ne peux pas évaluer les fautes d'orthographe, je mets sur pied des évaluations multidisciplinaires avec l'enseignante de français afin qu'il y ait des points d'accorder aux fautes d'orthographe. Je participe à des formations, comme on le voit dans la pièce justificative, concernant certaines stratégies de lecture en univers social pour apprendre aux élèves à mieux analyser des documents. Et finalement, mes 2 stages ont été vraiment bénéfiques pour cette compétence-là, étant donné que c'était la première fois en 7 ans que j'avais des rétroactions sur « Cynthia, fais attention, tu parles très rapidement, tu as des patois, fais attention à certains anglicismes ». Donc maintenant, je suis beaucoup plus consciente de comment je m'exprime devant mes élèves et j'ai trouvé ça très pertinent. Concernant l'acte d'enseigner, les compétences 3, 4 et 5. Compétence 3, qui est de concevoir des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre. J'ai appris, dans le cadre de ma maîtrise, et je commence tout de suite avec ça, qu'on doit apprendre à se distancer du manuel. C'est très facile de faire des pages dans le manuel, mais au final, on doit vraiment se baser sur la progression des apprentissages. C'est celle-là qui nous permet de mettre sur pied des activités pertinentes et de se distancer un peu du manuel qui parfois peut être une belle béquille pour un enseignant qui ne fait que ça. Puis c'est assez déplorable. Donc, dans ma pièce justificative, j'explique justement qu'on doit davantage apprendre à se distancer du manuel. Par la suite, mes approches varient selon les caractéristiques de mes élèves. Je veux toujours m'informer c'est quoi leurs particularités, c'est quoi leurs intérêts pour créer des situations d'apprentissage qui viennent les rejoindre. Je varie aussi les modes de présentation. Si j'ai des élèves plus verbomoteurs, je peux leur demander de présenter oralement une recherche au lieu de leur demander de rédiger. Je les préviens lors des moments de transition. Je fais des retours réflexifs aussi afin qu'ils réintègrent les apprentissages faits en classe. Au niveau de ma maîtrise, donc, il y a le cours de didactique de l'histoire et de la géographie qui m'a appris à me distancer du manuel, mais aussi le cours de socio-constructivisme et approche pédagogique contemporaine qui m'ont appris différents types d'approches et que maintenant je me questionne, est-ce que j'ai intégré beaucoup de socio-constructivisme dans telle situation d'apprentissage? Et j'ai beaucoup appris à intégrer la pédagogie donc par projet par coopération dans le cours de projet personnel d'orientation. C'est très bénéfique pour les élèves. Au niveau de la compétence 4, piloter des situations d'enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, je fais des rétroactions rapides. Au travail, je circule. Tu es sur la bonne piste, tu n'es pas sur la bonne piste. Ces rétroactions-là permettent de guider les élèves, de prendre leur pouls et aussi de les faire progresser. Je tiens compte de leurs particularités. Mon plan de classe n'est pas fait au hasard, donc je tiens compte des particularités de mes élèves afin de le faire. Le choix d'activité aussi varie selon mes élèves. J'ai toujours des tâches écrites et des tâches orales. Donc, l'activité est toujours présentée au TBI, mais ils ont toujours aussi un support papier avec eux pendant que j'explique. Donc, on vient chercher les visuels et les auditifs. J'intègre la différenciation pédagogique. Le modelage est très pertinent en univers social, surtout pour l'analyse de documents. Je marche ma terre, comme on le voit dans la pièce justificative qui est juste ici. Donc, je marche, j'ai une proximité physique avec les élèves, ça empêche les comportements déviants. Ma formation de mon stage 1, donc, m'a vraiment incité à débuter des apprentissages en partant du concret, du vécu des élèves, et j'ai intégré ça vraiment à ma pratique quotidiennement par la suite. Compétence 5, évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves. Je donne rapidement des rétroactions sur les évaluations et les travaux. Je corrige en grand groupe avec eux afin de leur montrer que c'est important pour moi aussi qu'ils comprennent leurs erreurs et c'est des erreurs qu'ils vont apprendre. Je me questionne sur mes choix d'évaluation, sur leur pertinence. J'insiste beaucoup sur le formatif, pas seulement sur le sommatif. Je varie mes formes d'évaluation comme on peut le voir dans la pièce justificative. Je mise beaucoup sur le développement des compétences et pas seulement sur les connaissances. Je mets sur pied des nouvelles stratégies, comme le 3QPOC pour l'analyse des documents. Et au niveau de ma maîtrise, le cours d'évaluation en situation authentique m'a appris à construire des grilles d'évaluation, qui est un outil fier, transparent, qui mesure bien les indicateurs que maintenant j'utilise et que je remets à mes élèves avant les évaluations, pour qu'ils voient sur quoi ils vont être évalués. Au niveau du contexte social et scolaire, la compétence 7 qui est d'adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves particuliers.
avec des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap. Donc, j'ai enseigné dans divers contextes, dans des centres jeunesse, des classes spéciales, des classes d'adaptation. J'ai vu depuis 7 ans une multitude de diagnostics. En ce sens, ça m'a permis de devenir plus sensible, plus ouverte d'esprit, empathique à cette clientèle-là. Je consulte beaucoup les intervenants quand j'enseigne en adaptation, plus que concernant mes classes au régulier. On le voit dans la pièce justificative, j'ai une lettre de l'éducatrice spécialisée et une autre de la psychologue qui indique que je vais recueillir de l'information afin de mieux répondre aux besoins de mes élèves. Donc, je lis leur plan d'intervention et surtout, je mets en place les adaptations auxquelles ils ont droit. Les élèves en difficulté, dans les classes régulières, on leur donne des responsabilités. Donc, je leur confie des tâches afin qu'ils se sentent intégrés. Et au niveau de ma maîtrise, le cours enseignant en contexte particulier m'a permis de comprendre le rôle de différents intervenants. Faire un plan d'action pour un élève qui a besoin, par exemple, d'un ordinateur portable. Donc, qui fait le formulaire de demande? Qui fait l'évaluation? Qui s'occupe de procurer le portable? Comment l'élève va pouvoir l'utiliser? Ce cours-là m'a vraiment permis de démystifier les tâches des différents acteurs et encore là, de mieux comprendre le fonctionnement. Au niveau de la compétence 8, pour l'intégration des technologies de l'information et des communications, je suis quelqu'un qui intègre beaucoup le numérique à ma pratique. Donc, j'intègre les lunettes de réalité virtuelle en classe. Je fais des activités avec les Plickers, comme on peut le voir dans la pièce justificative juste ici. Je fais des révisions avec des prédits, des tests d'alloprof au TBI. On fait des cartes d'idées aussi avec MindDomo. Et j'utilise des ressources en ligne pour créer des situations d'apprentissage basées sur Recitus. Ça développe leur autonomie. Et dans le cadre de ma maîtrise avec le cours didactique de l'histoire et de la géographie, ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait aller visiter virtuellement des musées. Ce qu'on a fait dans notre situation d'apprentissage concernant le musée de l'Holocauste, ce qui était très pertinent quand on vit loin des grands centres. Concernant la compétence 10, travail de concert avec les membres de l'équipe pédagogique, j'assiste aux rencontres disciplinaires en univers social. Je partage mes idées avec mes collègues, mes savoirs concernant les cartes d'idées. Je partage mes activités, comme celle sur la forêt de Bornéo que j'ai fait en géographie, comme on le voit dans la pièce justificative rédigée par le responsable du département d'univers social. Donc, je suis partie prenante de l'équipe et je n'hésite pas à donner mon opinion et partager mes idées. Au niveau du département d'univers social, j'ai été la première à utiliser les lunettes de réalité virtuelle, ce qui est positif parce qu'ensuite mes collègues plus expérimentés viennent me voir pour avoir des questions là-dessus. Je partage mes activités et au niveau de ma maîtrise, le cours de didactique de l'histoire et de la géographie m'a permis de bâtir une SEA en équipe disciplinaire. Ce qui est très pertinent parce qu'on peut partager, comparer nos pratiques, école privée, école publique, plus d'élèves, moins d'élèves, des élèves en difficulté, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes pratiques. Donc, c'est très, très payant et bénéfique pour ma pratique. Concernant la compétence 12, agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de mes fonctions. Je garde un contact professionnel avec mes élèves. Ce ne sont pas mes amis et je reste un modèle et une figure d'autorité. J'évite toute forme de discrimination. Je trouve une tâche à différentes tâches à mes élèves dans la classe selon leurs particularités afin qu'ils se sentent partie prenante de la classe. Je fais des rétroactions constructives pour les comportements attendus. Je reflète les valeurs de l'école dans ma pratique, dans ma classe, donc le respect, la non-violence. C'est important que les valeurs véhiculées par le projet éducatif ou les valeurs qu'on reflète dans notre code de vie soient aussi appliquées dans notre classe afin qu'il y ait une cohérence pour les élèves. Comme je disais tout à l'heure, je souhaite être un modèle, je suis un modèle pour eux. Lorsqu'ils pensent à justice, rigueur, persévérance, qui sont des valeurs que je tente de leur transmettre, j'espère qu'ils pensent à moi quand ils pensent à ces valeurs-là. Puis, je suis discrète dans mes échanges, que ce soit avec les intervenants, comme dans la pièce justificative, on voit que je parle à l'éducatrice pendant ma période à l'extérieur, l'autre côté de la porte. C'est important, et c'est important aussi lorsqu'on le fait avec les élèves, donc d'être discrète dans mes interventions, lorsque je leur parle de façon individuelle, jamais devant la classe, on fait des interventions qui peuvent être malaisantes. C'est très important de respecter ça avec les élèves. Finalement, je souhaite que ma classe soit un milieu sain et sécuritaire et c'est important de travailler pour ça avec des acteurs comme par exemple le concierge. Je veux que ma classe soit sécuritaire, que les élèves se sentent bien, que la gestion de classe va bien aussi parce que si la gestion de classe, il y a des failles, c'est là où les élèves peuvent se sentir moins sécuritaires parce qu'il peut y avoir plus de situations dangereuses dans la classe. En ce sens, je mets beaucoup l'accent sur créer un milieu sain et sécuritaire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma présentation.